Vérité révélée. Chers bénis de Yah, nos frères et sœurs bien-aimés, en notre Tata Zambé, bonjour, bonsoir. Bonjour et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent de par le monde, en Asie comme en Europe, en Amérique comme en Océanie, dans nos îles africaines, nos îles antillaises, nos îles océanes, nos îles européennes, asiatiques, nos Caraïbes, Antilles, Haïti, Chéri, Tribu Lévé, Kimuntu, Kemet, Katiopa. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui sont nouveaux et nouvelles sur cette page. Bonjour, bonsoir, c'est votre frère du nom, le nom tant attendu. Le nom de ce frère n'est autre que Nzabakota. Nous aurons à parler dans le cadre d'une émission spéciale de l'identité, du nom et de l'âge. Je vous détaillerai ce que c'est ce nom qui est mon nom, et je vous l'annonce déjà que cette page va être changée en mon nom qui est Nzabakota. Donc bonjour et bonsoir mes bien-aimés, donc d'avoir pris le temps de parcourir cette page. Je vous le dis, ceux qui sont nouveaux et nouvelles sur cette page, j'implore votre patience, j'implore votre consistance, parce que c'est, comme vous pouvez le constater, vous êtes sur une page qui est déjà à plus de 200 numéros. Et je vous ai dit, il y a pas mal de nourriture, il y a beaucoup de nourriture, je vous le dis. Ne prenez tout pas avaler comme les yeux fermés, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Je sais que ceux qui sont de Yah écoutent les paroles de Yah, mais si vous êtes là pour la vérité, il y a beaucoup de vérités qui vous sont révélées ici. Donc, nous avons fini de traiter la série sur cette question de journée mondiale de la femme, où nous vous avons présenté le contexte occidental et le contexte originel. Et parler de originel, on a parlé de nos femmes Katiopa, que l'Occident appelle Afrique. On a parlé de nos femmes africaines et la place des femmes de la société africaine, la place des femmes dans notre civilisation qui est du passé et celle à venir. Ça va être encore beaucoup plus grandiose avec la place de la femme chez nous. Et nous avons vu les femmes célèbres, les héroïnes, les femmes extraordinaires, les femmes qui ont marqué l'histoire de cette terre que l'Occident appelle Afrique, mais qui n'est autre que Katiopa. Les femmes qui ont fait le bonheur de cette terre, et encore, nous avons encore ces femmes avec nous. Et bientôt, ces princesses, va de concert et les mains joignant aux princes qui sont dispersés de par le monde, ils vont reconquérir le terre. C'est bien cela que vous avez fait l'Occident à travers votre film Simba, le dessin animé Simba. C'est bien cela. Le prince sera de retour, le roi sera de retour, donc les princes et les princesses seront de retour bientôt. Femmes africaines, je vous dis, debout. Et pour continuer sur cette lancée, nous allons aujourd'hui vous présenter un numéro fascinant, un numéro qui va faire couler beaucoup d'encre, un numéro qui a pour objectif de ne vous révéler que la vérité, qui n'a d'autre objectif que de rétablir les choses. Et nous allons essayer d'être beaucoup plus précis qu'il soit, parce qu'on sait que c'est un numéro fragile qu'on va traiter à partir d'aujourd'hui, et les 3 numéros qui vont suivre. Avant d'entrer d'emblée dans la question du mariage, nous devons aborder ces questions qui ne concernent d'autres que une remise en question. Nous allons parler du mariage, du métissage, tout ça, et je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui attendez. Ok? Vous attendez ces numéros sur le mariage. Mais
il m'est venu à l'esprit comme un devoir de vous présenter ce numéro qui va être le numéro Vérité Révélée L9, Vérité Révélée L10, Vérité Révélée L11. Vérité Révélée L9, nous allons vous parler, je vous le dis, c'est à vous couper le souffle. C'est remise en question sur la polygamie et la monogamie. Remise en question sur la polygamie et la monogamie. Et Vérité Révélée L10, nous allons parler de la polygamie en Katiopa, de la polygamie en Afrique. Et pour terminer, nous allons parler de ce qui est caché derrière la monogamie occidentale. Ce qui est caché derrière la monogamie de l'Église. Pourquoi nous disons cela? Nous allons voir à travers le numéro de ce soir que ce que l'Église nous fait croire de la monogamie, ce que l'Occident, ce que le contexte occidental, l'Empire Occident veut nous faire avaler comme la monogamie n'est autre qu'une foutaise, n'est autre que de la farce. Nous allons rétablir la vérité à travers ces 3 numéros où nous allons ce soir faire une sorte de parallèle entre la polygamie, la monogamie et trouver leur origine naturelle. Nous allons parler de ces éléments de manière naturelle et non pas idéologique qui n'ont aucun fondement selon la définition de l'Occident. Voilà pourquoi, comme je vous le dis, nous allons parler de la remise en question sur la polygamie et la monogamie. Écoutez bien ceci. À travers ce numéro, loin de moi l'idée de vous pousser à la monogamie ou à la polygamie. Point barre. Loin de là. Je vous demande tout simplement d'être attentif. Je vous demande tout simplement d'être intelligent, d'être sobre, d'être prudent. Je vous demande de manifester du discernement. Vous avez de l'intelligence pour comprendre. Vous avez la spiritualité en vous pour comprendre. Mais je sais que ceux qui sont de Nzambé vont pouvoir me comprendre à travers ces numéros. Et je trouve qu'il est nécessaire, qu'il est important, qu'il est même salutaire de vous présenter ces numéros sur la polygamie et la monogamie avant même de parler du mariage. Comme je vous le dis, loin de moi l'idée de vous pousser à la polygamie selon le contexte occidental. Nous allons voir tout ça ensemble, tout simplement. Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, allons-y pour cette aventure. Les hommes ont plus besoin de sexe que les femmes. C'est une émission, n'ayez pas crainte de laisser les enfants entendre et écouter. Nous allons essayer de ne pas utiliser des mots vulgaires ou quoi que ce soit. Non, nous allons essayer de rester dans les normes. Même si votre enfant a un jour, il peut écouter cette émission. Parce que nous devons faire l'éducation sexuelle de nos enfants en même temps. Ne laissez pas l'Occident faire ce travail pour nous, à notre place. Parler de polygamie et de monogamie, nous avons déjà vu comment on peut le déterminer, c'est parler de rapports sexuels entre hommes et femmes. Voilà pourquoi il est dit que les hommes ont besoin plus de sexe que les femmes. Selon une étude qui a pu être réalisée, a laissé une idée reçue qui s'est répandue. C'est quoi? 75% des femmes et 62% des hommes pensent que la jante masculine a naturellement plus besoin de sexe que son pendant féminin, d'après une enquête sur la sexualité qui a été réalisée en France par un institut qu'on appelle INSERM en 2007.
Si cette croyance repose sur un argument valable d'après eux, les hommes produisent plus de testostérone que les femmes. Donc, pour justifier que les hommes ont plus besoin de sexe que les femmes, on dit que c'est quelque chose qui est déjà de nature, qui est déjà naturel. Parce que les hommes produisent beaucoup plus de testostérone que les femmes. C'est quoi testostérone? On dit c'est une hormone testéroïdienne du groupe des androgènes. Chez les mammifères, la testostérone est sécrétée essentiellement par les gonades, c'est-à-dire les testicules des mâles et les ovaires des femelles. Ça veut dire que les testicules des mâles, du point de vue humain, garçons, et les ovaires des femelles, du point de vue humain, les femmes, c'est ça qui produit ce qu'on appelle la testostérone. On dit que chez les femmes, c'est produit à un degré moindre, en plus faible quantité. Les glandes surrénales et quelques autres tissus produisent également de la testostérone. C'est la principale hormone sexuelle mâle et stéroïde abolisant originel. Vous voyez, cette glande qui est responsable de la sécrétion, ok, du stimulant sexuel. Ce phénomène est beaucoup plus intense chez l'homme que la femme. Voilà pourquoi c'est basé pour dire que les hommes ont plus besoin de sexe que les femmes. Et dans la vie courante, on peut le voir à l'œil nu. Cette hormone, parlant de testostérone, aiguisant l'appétit sexuel, elle néglige pourtant d'autres aspects fondamentaux de l'espèce humaine. Car la sexualité n'est pas qu'une question de besoin, mais aussi une question de désir, rappelle David Simard. La sexualité n'est pas juste une question de besoin, mais une question de désir. Voilà le rôle de ce qu'on appelle la glande testostérone. L'influence psychologique en matière de la sexualité, on dit l'appétit sexuel dépend aussi de nos humeurs. Stress, fatigue ou diminution du sentiment amoureux peuvent l'atténuer, voire le faire disparaître sans que les hormones n'y jouent un quelconque rôle. Ça veut dire qu'il y a ces hormones qui sont là pour sécréter ce stimulant, mais on dit qu'en dehors de ces hormones-là, il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu pour affecter ce qu'on appelle l'appétit sexuel. C'est ce qu'on appelle le côté psychologique. Et du côté culturel, on dit la dimension culturelle du désir est, elle aussi, loin d'être négligeable. Les constructions de genre, les représentations culturelles formées et véhiculées de ce qui doit être un homme et de ce qui doit être une femme continuent de nous influencer, tous sexes confondus. En cherchant à correspondre à ce modèle culturel et donc aux idées reçues de la société, hommes comme femmes vont parfois à l'encontre de leurs désirs profonds. Ça, c'est trois éléments capitaux. Maintenant, on dit l'être humain est par nature polygame, comme les animaux. L'être humain est par nature polygame, comme les animaux. L'homme, naturellement polygame, selon une étude répandue, l'homme serait naturellement polygame. La monogamie n'étant qu'un conditionnement sociétal. L'homme est par nature polygame. La monogamie n'étant qu'un conditionnement sociétal. En cause,
une comparaison fréquente avec les animaux dont la majorité a plusieurs partenaires. On s'explique ici. On dit que de manière naturelle, l'homme est polygame. C'est suite à des conditionnements sociétals qui nous imposent certains interdits qui a réduit l'accès à l'homme, ou du moins certaines conditions sociologiques qui met l'homme dans une situation d'adopter la monogamie imposée par une hiérarchie d'ailleurs. Une erreur d'appréciation. Certes, les polygames sont légion dans le règne animal. Dans le règne animal, on dit la polygamie est dominante. Elle est dominante. Mais pourquoi l'homme se comporterait-il naturellement comme la plupart des mammifères et non comme le loup, le renard ou certains oiseaux qui n'ont qu'un seul partenaire? 18% des primates sont monogames. Ça veut dire que 82% sont polygames. Pourquoi ne pas se référer à leur comportement? Pour David Simard, la réponse est claire. Si on peut se demander ce qui justifie scientifiquement de se référer à telle espèce plutôt qu'à telle autre, c'est pour appuyer une vision idéologique des relations entre les sexes. La polygamie chez les primates étant surtout du fait des mâles. Ça veut dire que les femelles ne sont pas polygames. C'est un concept pour les mâles. Donc ça c'était juste une mise en contexte par rapport à notre sujet sur la polygamie et la monogamie. Avant d'entrer d'emblée dans le cadre de ce sujet, nous allons définir pour vous certains éléments, certains mots-clés, comme par exemple la polygamie, la monogamie. Mais il nous revient de voir d'autres thèmes qui sont liés par rapport à ces deux thèmes principaux. On dit quoi? La monogamie, c'est quoi? Selon le grec, comme vous le savez, le monde occidental a pour père la Grèce. Le monde occidental a pour père Alexandre le Grand. Voilà pourquoi quand on parle, on dit selon le grec, selon la civilisation gréco-romaine. C'est dans cette civilisation qu'on est qui est la civilisation occidentale. Ça c'est juste une parenthèse qu'on aura très peu à faire ou même pas du tout parce que le sujet est long. La monogamie, du grec monos, un seul, et gamos, mariage, est chez les humains un régime juridique n'autorisant à un homme de n'épouser par mariage qu'une seule femme et pour une femme qu'un seul homme. Écoutez bien la définition. Prenez bien le soin, soyez attentifs. Il est dit que ce modèle n'est autre que quelque chose qui est juridique, est un régime juridique n'autorisant à un homme de n'épouser par mariage. De n'épouser par mariage qu'une seule femme ou pour une femme qu'un seul homme. Par opposition, on parle de polygamie. Ça veut dire, selon la monogamie, selon le modèle occidental, on ne peut pas de manière juridique se marier avec plusieurs, pour un homme, plusieurs femmes, pour une femme, plusieurs hommes. Or, dans les numéros qui vont suivre sur le mariage, nous allons voir qu'est-ce que c'est que exactement le mariage. Déjà, la définition du mariage ici est biaisée. Donc, ça veut dire, de manière juridique, l'État ne reconnaît pas un homme, ne peut pas enregistrer un homme marié avec deux femmes. Mais ça ne veut pas dire maintenant que cet homme-là ne peut pas avoir de relation avec deux ou trois femmes ou de même centaines de femmes. C'est ça le piège de l'Occident. Il faut être très subtil avec l'Occident parce que ce sont des vilains. Et nous allons entrer en détail. Ok? Chez les animaux, la monogamie est le fait de n'avoir qu'un seul partenaire. Par exemple, les orques, les pigeons, les manchots, les hippocampes, les guerbilles, par exemple, sont réputés monogames. Et la polygamie.
La polygamie désigne la situation dans laquelle un individu dispose au moins au même moment de plusieurs conjoints. Vous voyez, il parle de conjoints. Alors que c'est femme. Selon la vraie définition de la polygamie, c'est femme. Nous allons voir ça plus loin. Pour une femme ayant plusieurs hommes, on parle également de polyandrie. Pour un homme ayant plusieurs femmes, on parle de polygynie. Quand deux ou plusieurs hommes ont une relation sexuelle exclusive avec deux ou plusieurs femmes, on parle de polygynandrie, qui est une sorte de promiscuité. Ok? On dit la polygamie est plus spécifiquement associée à l'homme. Selon les démographes et les ethnologues, près de 85% des sociétés connues et étudiées sont polygames de droit, et parmi elles, seulement 1% polyandriques. Néanmoins, au sein des sociétés majoritairement polygyniques, de 60 à 80% des foyers sont monogames de fait et non de droit. Monogame de fait et non de droit. Donc, il y a le terme polyandrie également qui désigne le système d'accouplement par lequel la femelle d'une espèce animale s'accouple avec plusieurs mâles au cours d'une saison de reproduction. Ça, on parle de polyandrie. Le terme polyandrie est aussi employé par abus de langage pour désigner une femme mariée simultanément à plusieurs hommes. Ok? Simultanément, non pas successivement. Le terme correct demeure ici celui de polygamie et non pas polyandrie, désignant toute personne ayant simultanément plusieurs époux ou épouses, comme son étymologie l'indique. Les polygames ont plusieurs mariages et non plusieurs épouses. Okay? Les polygames, c'est plusieurs mariages et non pas c'est qu'ils ont des conjoints dans le sens que non, c'est plusieurs mariages. C'est ça la polygamie. Si la précision s'impose, il convient de spécifier polygamie féminine ou polygamie masculine. Bref, on a la polygynie qui désigne, lui, le système d'accouplement par lequel le mâle d'une espèce s'accouple avec plusieurs femelles. Plus spécifiquement, cela correspond au fait pour un homme de vivre avec plusieurs femmes. C'est le cas le plus courant de polygamie, le fait de contracter plusieurs unions. L'autre étant la polyandrie, situation où une femme vit avec plusieurs hommes. Nous avons parlé de la polygynandrie, qui est une stratégie de reproduction qui se produit lorsque deux ou plusieurs mâles ont une relation sexuelle exclusive avec deux ou plusieurs femelles. Il n'est pas nécessaire que le nombre des mâles et celui des femelles soient égaux. De nombreux accouplements sans association durable se produisent dans ce système communautaire de promiscuité. Des groupes polygynandres sont documentés chez 6% des oiseaux et 65% des mammifères, comme bonobos, rongeurs, utilisés généralement pour les hommes dans la pornographie chez l'homme blanc. La promiscuité. Maintenant, entrons d'abord dans notre sujet du jour, avec les thèmes clés qui n'est autre que la monogamie et la polygamie. La monogamie, qu'on a dit que c'est un système, un régime juridique n'autorisant à un homme de n'épouser par mariage qu'une seule femme et pour une femme qu'un seul homme. Chez les animaux, la monogamie est le fait. Écoutez bien ceci, chers bien-aimés. Vous allez voir de manière naturelle c'est quoi la réalité des choses. Et
je crois, j'allais mettre ce passage dans les prochains numéros, mais je vais le mettre à partir de maintenant pour vous. C'est comme le passage de Matthieu 23, où il est question de Isaïe qui parle des pharisiens. Il dit que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Ok? C'est le verset 4 qui dit. Car ils disent et ne font pas. Verset 4. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est ça que l'Occident a fait dans tous les aspects qui concernent la vie dans ce système occidental. Tout est biaisé, tout est faussé, tout est manipulé, tout est arnaque, escroquerie et mensonge. Et nous allons voir ça à partir de ce numéro qui nous dit chez les animaux. La monogamie, allez voir, ça c'est de manière scientifique qu'on parle. Vous pouvez faire des recherches, pousser les recherches vous-même. Nous allons rétablir la vérité. Qu'en est-il exactement sur ces deux concepts clés de la vie qui concernent ce qu'on appelle les relations sexuelles? Le rapport homme-femme. Chez les animaux, la monogamie est le fait de n'avoir qu'un seul partenaire. Comme on l'a dit, les orques, les pigeons, les manchots, les hippocampes et les gerbilles, par exemple, sont réputés monogames. Les travaux en écologie comportementale qui ont montré l'ambiguïté de la monogamie, notamment chez les oiseaux, où la coopération d'un mâle et d'une femelle dans l'élevage des jeunes ne permet en rien de préjuger d'une fidélité sexuelle. Ont amené les chercheurs à désigner, à distinguer la monogamie sociale, ça veut dire couple élevant seul une famille sans inférer d'une activité reproductrice et pouvant donc admettre plusieurs partenaires sexuels, et la monogamie sexuelle. Voyez là, la monogamie sociale, je reprends, qui c'est du fait qu'un couple élevant seul une famille sans inférer d'une activité reproductrice et pouvant donc admettre plusieurs partenaires sexuels. Et la monogamie sexuelle ou monogamie génétique, on dit cette dernière pouvant être subdivisée en monogamie sérielle, ça veut dire partenaire fidèle successif, et monogamie vraie, ça veut dire partenaire fidèle à vie. Vous voyez? J'aime ce dernier aspect. On dit la monogamie génétique ou monogamie sexuelle, ok, peut être subdivisée en monogamie sérielle, qui veut dire partenaire fidèle successif. Ça veut dire que, oui, vous êtes marié avec quelqu'un de manière juridique, l'État vous permet de manière juridique également, vous pouvez vous divorcer. Et maintenant, remarier, ça veut dire par série. Remarier avec un autre. Vous êtes encore dans la monogamie, mais n'empêche que vous avez déjà un autre mari. Et nous allons voir selon les Écritures. Selon les Écritures, le divorce est interdit. Le divorce est interdit selon les Écritures. Pourquoi? Parce que si vous êtes marié avec quelqu'un, vous vous divorcez et vous êtes marié avec un autre, vous êtes dans l'adultère maintenant, vous êtes dans l'infidélité. C'est déjà la polygamie. Parce que vous avez déjà comme deux hommes qui vous a connus. C'est ça la réalité. Il ne faut pas juste voir que c'est le fait que j'ai ma femme et que maintenant je vis seul avec ma femme, pas d'autre femme.
Maintenant, je peux me divorcer et aller prendre une autre femme. Automatiquement, je prends une autre femme. Ça, c'est déjà la polygamie. Parce que j'ai déjà connu ma femme et je vais connaître une autre femme. C'est la polygamie déjà. Voilà l'audace de l'Occident. Voilà pourquoi ils autorisent le divorce. Pourquoi ils autorisent le divorce? Maintenant, pour valider la polygamie. Parce qu'en étant divorcé, pour marier avec un autre, vous êtes tombé déjà dans la polygamie. Et l'Occident, même le christianisme vous dit blablabla, les protestants. Non. Les chercheurs distinguent également la monogamie temporaire limitée à une saison de reproduction, la monogamie prolongée et la monogamie permanente. Ça, c'est du point de vue des animaux. Vous savez que surtout les femelles, quand c'est la période de reproduction, oui, ils s'accouplent, ils cherchent un partenaire, elles cherchent un partenaire. Mais après, c'est fini. Jusqu'à la prochaine période de reproduction. On dit chez les plantes. Parce que ici, c'est une question de tout ce qui a vie. Ok? Cet aspect dont nous parlons, ça concerne non seulement l'homme, ça concerne les animaux, ça concerne les plantes. En général, ça concerne les êtres vivants. Les êtres vivants sont quoi et qui? Sont qui alors? Parce que c'est les êtres vivants, c'est les hommes, les animaux et les plantes. Donc, au niveau des plantes, il y a la reproduction également. Voilà pourquoi on dit chez les plantes. C'est le caractère d'une classe, du système de Linné qui renferme les plantes dont les fleurs sont isolées les unes des autres et n'ont pas d'enveloppe commune, mais un seul calice. Chez les plantes, c'est le caractère d'une classe du système de Linné qui renferme les plantes dont les fleurs sont isolées les unes des autres et n'ont pas d'enveloppe commune, mais un seul calice. Chez les humains, selon des recherches, écoutez bien, il apparaît que l'homme a beaucoup de récepteurs à deux substances émises pendant l'acte sexuel. Selon des recherches, il apparaîtrait que l'homme a beaucoup de récepteurs à deux substances émises pendant l'acte sexuel. Ce phénomène ferait de lui un animal intrinsèquement monogame. Environ 85% des sociétés humaines passées pour lesquelles existent des données historiques semblent avoir permis aux hommes d'avoir plus d'une épouse par un mariage polygame. On pourrait empiriquement penser que l'accroissement de la richesse des élites devrait favoriser encore plus le mariage polygame. Or, la tendance est contraire. Le mariage monogame s'est propagé à travers l'Europe. L'Europe n'est pas la bastion du monde. L'Europe n'est pas le commencement du monde. Ce n'est pas l'Europe de nous imposer. L'Europe doit apprendre de l'origine qui n'est autre que l'Afrique. Le mariage monogame s'est propagé à travers l'Europe. Et plus récemment, ils veulent mettre ça de manière universelle à travers leur civilisation occidentale. Même chez les élites. Ok? Alors même que les écarts de richesse ont grandi. Une étude universitaire publiée en 2012 a utilisé les données criminologiques disponibles pour comparer sociétés polygames et sociétés monogames. Selon les auteurs, elle conclut que les cultures monogames connaissent moins de viols, d'enlèvements, d'assassinats et maltraitance d'enfants et d'autres crimes que les sociétés polygames. Mais c'est basé sur quoi? C'est basé sur ce qu'on appelle le monde moderne de nos jours. Le monde occidental, la civilisation occidentale. Voilà pourquoi on trouve tous ces aspects. L'institutionnalisation de la monogamie semble apporter plus d'avantages nés
pour une société, notamment car sans cela, de nombreux hommes sont contraints au célibat avec moins d'espoir de pouvoir vivre avec une femme. Ils seraient alors plus susceptibles de violences et de comportements asociaux. L'étude posait comme hypothèse que la monogamie institutionnalisée est associée à un modèle culturel mieux adapté au monde moderne, réduisant la compétition intrasexuelle chez les jeunes et réduisant par suite le taux de criminalité, dont en termes de viol, assassinat, agression, vol et fraude, ou de certains abus personnels, tout en diminuant les écarts d'âge entre conjoints, la fertilité et l'inégalité des sexes, et en déplaçant les efforts des hommes de la recherche d'une épouse vers plus d'investissement paternel et une meilleure productivité économique. Peter Richardson estime qu'en augmentant le degré de parenté au sein des ménages, la monogamie normative réduit effectivement les conflits intra-ménages et conduit à moins de négligence envers les enfants, moins d'abus, de morts accidentelles et d'homicides. Cette hypothèse a été testée en utilisant les lignes convergentes d'éléments de preuve et l'ensemble des sciences humaines. Nous allons voir plus de détails pour voir effectivement la réalité derrière ce concept occidental. Et chez les animaux, on dit la monogamie est rare. On reprend, la monogamie est rare chez les animaux, notamment en raison du degré important de l'investissement maternel dans la nutrition de l'embryon et la lactation, ce qui explique la fréquence de la polygamie. 35% des mammifères, ok? On dit, je reprends ceci, la monogamie est rare chez les animaux, notamment en raison du degré important de l'investissement maternel dans la nutrition de l'embryon et la lactation, ce qui explique la fréquence de la polygamie, soit la fréquence de la polygynie, soit 35% des mammifères. La monogamie sociale peut être répandue dans certaines classes d'animaux, soit de 90 à 92% chez les oiseaux. Ça, c'est la monogamie. Les oiseaux sont beaucoup plus monogames, ce qui permet d'élever un plus grand nombre de jeunes par couvée, mais les monogamies sexuelles durables sont rares. Chouka, cygne, oie, pigeon, toutrelle. Ils vont expliquer pourquoi les oiseaux sont aussi monogames. Ce sont des conditionnements sociétals. Les chercheurs estiment qu'elle est présente chez un invertébré sur 10 000. La monogamie est présente chez les invertébrés chez un invertébré sur 10 000. Quelques insectes et crustacés, et évalue de 3 à 10,5% le nombre de mammifères n'ayant qu'un seul partenaire social. Celle-ci autorisant en fait plusieurs partenaires sexuels. La monogamie vraie, c'est-à-dire assortie d'une fidélité sexuelle, serait encore plus rare. On l'estime inférieure à 1% des espèces. La monogamie vraie, vous voyez, c'est-à-dire la monogamie assortie d'une fidélité sexuelle serait encore plus rare. Ok, on l'estime inférieur à 1% des espèces. Ce sont des études scientifiques. Ok, on est encore loin de parler des écritures de la Bible.
La monogamie sociale serait d'abord une forme dérivée du conflit sexuel et de la guerre des sexes à partir de comportements d'accompagnement tels que le territoire ou le Mad Garden, selon Thierry Laudet. La monogamie réelle répond ainsi à un contrôle de la sexualité des femelles par les mâles ou dans des cas rares des mâles par les femelles. La sexualité exclusive n'existerait d'ailleurs pas dans la nature et la diversité des conduites sexuelles serait largement privilégiée par l'évolution biologique. La sexualité exclusive n'existerait d'ailleurs pas dans la nature et la diversité des conduites sexuelles serait largement privilégiée par l'évolution biologique. Selon une étude publiée en 2006 par Franck Cézilli, professeur à l'université de Bourgogne et membre du laboratoire Biogéosciences Dijon, l'observation des animaux conduit à penser que la monogamie répond avant tout à des impératifs économiques. Les animaux choisissent souvent un nouveau partenaire l'année suivante et chez les oiseaux monogames, dans 10 à 70% des cas, selon les espèces, le père biologique des poussins n'est pas celui qui occupe le nid. Ok? Donc ça c'est pour donner des détails. Et on revient sur maintenant la question de la monogamie, un avantage adaptif. Bien avant on dit polygyne, polyandre, monogame. Tous les couples sont dans la nature. Monogame, polygyne, polyandre, tous ces couples sont dans la nature. Comment expliquer ces variétés d'associations entre mâles et femelles? Peut-on en tirer des conclusions pour l'espèce humaine? La monogamie est-elle le propre de l'homme? Cette question fait l'objet depuis déjà longtemps de grandes discussions dans lesquelles se croisent plusieurs courants de pensée. Certains évolutionnistes soutiennent que vivre en couple constitue un avantage adaptatif pour l'être humain. Ils s'opposent à ceux qui ne voient dans la monogamie qu'un construit culturel nous commandant à un inutile conflit avec nos prédispositions biologiques. Maintenant, la monogamie, un avantage adaptatif. Écoutez bien ceci. Il est certain que dans la nature, le régime le plus fréquent est la polygynie, c'est-à-dire l'association d'un seul mâle avec plusieurs femelles. Depuis les années 1960, les tenants biologiques comportementaux analysent l'organisation sociale de la reproduction en partant de la symétrie fondamentale entre le potentiel reproducteur des mâles et celui des femelles. Du fait qu'un seul spermatozoïde, du fait qu'un seul spermatozoïde est nécessaire pour féconder un ovule, chaque mâle est a priori capable de féconder un grand nombre de femelles. À l'inverse, une femelle ne gagne rien à multiplier les partenaires sexuels puisqu'un seul et unique mâle peut suffire à fertiliser les ovules qu'elle produit à chaque épisode de reproduction. Vous entendez? Comment expliquer cependant que la monogamie soit présente, certes en moindre proportion, chez une large gamme d'espèces, des invertébrés aux vertébrés? Chez les termites, par exemple, les colonies sont fondées par un unique couple de reproducteurs. Pourquoi la polygynie ne constitue-t-elle pas le seul mode d'association? En fait, chez plusieurs espèces, les mâles sont assujettis à la monogamie pour des raisons d'ordre
économique. Les ressources essentielles à la survie n'étant pas réparties de façon à permettre le regroupement des femelles. Lorsque les ressources sont rares dans l'environnement, les femelles sont conduites à se disperser pour pouvoir les exploiter. Il devient alors impossible pour un mâle de contrôler face à ses rivaux un espace suffisamment riche en ressources pour accueillir l'ensemble des femelles et les progénitures à venir. Les mâles ne peuvent donc être polygynes que si les conditions environnementales l'autorisent. D'autre part, certaines contraintes anatomiques peuvent canaliser la monogamie autour de l'évolution. Je mets ça en parenthèse pour vous. C'est ainsi que 95% des oiseaux sont socialement monogames. Socialement, mais pas sexuellement. Contre environ 5% des mammifères. Donc c'est 5% des mammifères qui sont socialement monogames. Cette différence s'explique facilement. N'oubliez pas, l'homme est mammifère. Chez les mammifères, la gestation dans le ventre de la mère et l'allaitement allèguent les mâles de leur contribution aux soins parentaux. On dit cette différence s'explique facilement. Chez les mammifères, dont l'homme en fait partie, la gestation dans le ventre de la mère et l'allaitement allèguent les mâles de leur contribution aux soins parentaux. Pour les oiseaux, il n'en est pas autrement. Si le mâle ne participe pas à l'incubation des œufs, il y a toutes les chances pour que la couvée échoue. Par exemple, lorsque la femelle devra l'abandonner pour aller se nourrir, c'est le succès de la reproduction qui est alors en jeu. Voilà pourquoi les oiseaux sont beaucoup plus monogames, parce que quand la femelle doit aller se nourrir, le mâle doit jouer sa part. Il doit rester pour assurer la couvée. Voilà pourquoi de manière sociétale, on dit que les oiseaux sont plus monogames que les mammifères. Les mammifères n'ont pas besoin de cela. Ne font pas cela d'ailleurs. Tous les couples, on a par exemple les pingouins. Regardez les pingouins. Ils peuvent laisser les œufs. Ok? Ils font les œufs et laissent les mâles pour les couver. Tous les couples sont dans la nature, comme on l'a dit. Il existe des associations polygynes ou monogames. Comme il existe différents types de monogamie. Il existe différents types de monogamie. On vient de le voir. Et on dit la monogamie réelle n'existe pas réellement. C'est à peine 1% la monogamie vraie. On parle de monogamie avec soin des parents envers les petits ou non. La monogamie avec fidélité ou infidélité. Et c'est ça que l'Occident lui adopte. C'est la monogamie avec infidélité. C'est pas la monogamie avec fidélité. Parce que les gens ne sont pas vraiment monogames en Occident. Même le pasteur, même le prêtre n'est pas monogame. Ce n'est qu'une fine minorité, une petite minorité, une fine partie. Exceptionnellement. L'association entre monogamie et soin des deux parents sont en étant un grand classique, particulièrement chez les oiseaux. Ne s'érige pas en règle absolue. Loin s'en faut. Certaines espèces pratiquent une véritable monogamie sans autant délivrer de soins à leur progéniture. C'est par exemple le cas de certains poissons dont les jeunes nés sous la forme de larves planctoniques sont autonomes de la naissance. Dans certains cas, la monogamie peut même s'accompagner d'une prise en charge totale des soins par les mâles. Vous voyez? Dans la monogamie, c'est parce que les mâles jouent leur rôle dans la reproduction.
Ce cas s'observe chez l'hippocampe, qui n'est pas sans poser question chez les biologistes, tant il illustre un cas paradoxal du point de vue évolutif. Maintenant, on dit à la recherche d'une monogamie chez l'homme. À la recherche d'une monogamie chez l'homme. La monogamie animale peut-elle être un élément de référence pour justifier ou invoquer la monogamie humaine? Le questionnement à propos des origines naturelles de la monogamie chez l'homme n'est pas nouveau. Au XIXe siècle, Rémy de Beaumont doutait de trouver une espèce animale se conformant à la monogamie idéale pour justifier la monogamie des humains. Il n'y a pas d'animaux monogames que ceux faisant une seule fois l'amour dans leur vie. C'est ça qui devrait être le thème monogame. La définition du thème monogame. La monogamie, c'est n'avoir touché à un homme ou à une femme qu'une seule fois, ou à un seul homme ou à une seule femme. Mais c'est pas par le fait que de se marier avec celui-ci, l'abandonner pour aller se marier, et on parle de monogamie. Non, ça c'est de la tromperie. Et nous allons approfondir cela plus loin. Il n'y a pas de monogamie de fait. Ok? Il n'y a pas d'animaux monogames que ceux qui ont une seule fois, que ceux faisant une seule fois l'amour dans leur vie. Il y a des monogamies de fait. Il n'y a pas de nécessaire. Il n'y a pas de nécessaire. Dès que l'existence de l'animal est assez longue pour lui permettre de se reproduire plusieurs fois, n'hésitez pas à affirmer l'écrivain. La question de la monogamie chez les animaux est tangible dès le siècle des Lumières. Il s'agit de justifier par la nature le modèle de conjugalité des humains imposé jusqu'ici par l'Église. Je mets ça pour vous entre parenthèses. Non, c'est trop beau ici là. C'est là qu'on commence à entrer dans le vif, dans la profondeur même du sujet. On dit que la question de la monogamie chez les animaux est tangible dès les siècles de lumière. Ok? Il s'agit de justifier par la nature le modèle de conjugalité des humains imposé jusqu'ici par l'Église. C'est ça, l'Église. Au XVIIIe siècle, le naturaliste Buffon vantait les mérites de l'union monogame chez les oiseaux en qui il connaissait. 2 points. Plus de tendresse, plus d'attachement, plus de morale en amour que chez la majorité des quadrupèdes. Peut-on chercher des raisons naturelles à la monogamie humaine, capables de trancher le débat d'un homme naturellement monogame ou pas? Tout ce qui précède contribue à établir que la monogamie animale ne découle pas nécessairement de déterminisme naturel. Ok? Elle peut être le fruit d'une adaptation d'ordre économique. En conséquence, toute référence à un caractère naturel ou pas de la monogamie humaine semble une démarche peu pertinente. Par ailleurs, la plupart des espèces de singes proches de l'homme ne sont pas monogames. On l'avait vu, 82% sont polygames. L'absence d'une référence naturelle nous interdit-elle pour autant de développer une analyse scientifique de la monogamie humaine? Certainement pas, à condition de ne pas tomber dans la caricature de l'homme volage et de la femme chaste. Les psychologues évolutionnistes avancent des enquêtes censées révéler l'invariance du tempérament de chaque sexe au travers du temps et des cultures. C'est ainsi que la consommation de matériel
pornographique bien inférieure chez les femmes que chez les hommes, quel que soit le pays considéré, est brandi comme une preuve irréfutable que la sélection naturelle a façonné les filles pour être foncièrement monogames, alors que les hommes sont essentiellement polygynes. C'est ce qu'on avait vu tantôt. Triste argumentation qui fait d'ignorer que la sexualité hédoniste des humains s'est depuis longtemps affranchie de toute finalité reproductive et oublie de mentionner que l'attrait des femmes pour la pornographie, généralement élaborée à l'intention des hommes, varie largement dans l'espace et dans le temps, en relation directe avec le degré d'émancipation sociale des femmes. À la vision d'une espèce humaine génétiquement engoncée dans les rigidités, il convient de substituer la réalité d'une plasticité du système nerveux humain qui autorise un très large ajustement des conduites et des états mentaux aux variations de l'environnement. L'identité sexuelle de l'homme se construit dans un référentiel culturel et économique. En quelques années, les femmes norvégiennes prenaient leur indépendance économique. Dans le même temps, elles devenaient plus proches des hommes dans leur comportement sexuel et leur jugement sur la sexualité. Par ailleurs, l'éducation a un impact significatif sur le comportement sexuel des individus. Une enquête réalisée au milieu des années 1970 aux États-Unis a montré que plus les garçons, et plus encore les filles, plus les garçons et plus encore les filles avaient reçu un niveau d'éducation élevé, plus ils commençaient tardivement leur sexualité. La question de savoir si l'espèce humaine est monogame ou polygyne ne se pose ainsi pas en ces termes naturalistes. À ce titre, l'amélioration plus ou moins constante de la condition économique des femmes au sein des sociétés occidentales les rend irrémédiablement autonomes. Elle en fait, à part égale avec les hommes, les acteurs de la vie en couple. Vous voyez, c'est une tendance occidentale. Déculpabiliser vis-à-vis du plaisir sexuel. Elle se révèle autant capable que les hommes de privilégier la fidélité ou la diversité dans les rapports amoureux, ce qui installe progressivement l'espèce humaine dans une monogamie sérielle, ponctuée d'union. Vous voyez, monogamie sérielle, ça veut dire, la monogamie sérielle, ça veut dire c'est se marier, ayant cet homme aujourd'hui, le laisser prendre un homme demain, faire ainsi de suite, prendre une femme demain, ainsi de suite. C'est la monogamie sérielle. La monogamie n'existe pas en Occident. C'est la prostitution qui existe à la place de la monogamie. La monogamie occidentale, c'est une sorte de prostitution. Ils préfèrent la prostitution que la polygamie. Nous allons voir ça plus loin. En détail, nous allons voir ça plus loin. Ok? On dit ponctué d'union et de séparation, vous voyez, ce qui installe progressivement l'espèce humaine dans une monogamie sérielle, ok, par le biais du divorce, ponctué d'union et de séparation initiée équitablement par chaque sexe, sorte de compromis entre l'avantage économique d'une vie à deux et la tentation, plus ou moins forte selon les individus, d'exacerber son plaisir dans la nouveauté. Voilà. Et nous allons approfondir ça pour vous avec beaucoup plus de détails dans le prochain numéro. Et le prochain numéro, nous avons dit, nous allons voir la polygamie. Ici, qui dit la polygamie en Katiopa, la polygamie en Afrique. Et le tout dernier numéro, nous allons voir le numéro 11. Qu'est-ce qui est derrière la monogamie occidentale? Bonjour et bonsoir
À très bientôt pour le prochain numéro.